52 minutes de pur délice. Et comme on le dit, les bonnes choses ne durent jamais. 52 minutes qui s'écoulent tellement vite, alors le temps est précieux dans cette émission. Entre appels à témoins et chroniques, chaque seconde compte. Et si certains arrivent à gérer le temps du mieux qu'ils peuvent, pour d'autres en revanche, c'est un parcours du combattant. Notre maître de l'innovation, qui cette saison nous en met plein la vue avec ses tenues originales, est en course perpétuelle contre la montre. Le timing, ce n'est pas trop son truc, mais ça se comprend, c'est un passionné. Il est à fond et les minutes, il les voit à peine passer. Quand le téléphone ne peut pas scanner, on n'a pas de retrait d'argent sur son compte. Et quand la gardienne du temps essaie de l'arrêter, c'est impossible. Oui, mais on veut faciliter la vie aux gens aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ces informations. Allez Caroline, courage, un autre essai. On ne va quand même pas se décourager aussi facilement. Encore un autre. Améliorer son quotidien, on devient inventeur, on devient innovateur. Ouh là là. Ah oui, ça s'est arrangé, c'est ça? Voyons voir. Précédente, vraiment, c'était difficile pour Alcine de terminer. Oui, dans le temps. J'ai un gros problème de timing. Ah oui, ça s'est arrangé, c'est ça? Voyons voir. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse. Ils sont là en plateau avec nous. Les lauréats de l'African. Voilà, avec leur prix. Alcine, merci beaucoup. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur Sidibé? C'est tout? Pour boucler, je vais vous dire, inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Bye. Ça y est, il a réussi. C'est super, c'est génial, c'est tout simplement waouh. Sur quoi vous vous basez pour choisir un malade et pas un autre? Moi, je n'ai pas de critères. Après, les gens qui me donnent des sous, peut-être qu'ils ont des critères. C'est comme si on va dans une société pour acheter une voiture, tu as les deux mêmes voitures qui sont là, mais il y a une voiture qui te plaît, plus que l'autre alors que c'est les mêmes voitures. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, quand je publie, ils ont un pincement pour ce type de... ce cas spécialement pour lui. Il m'appelle, il me dit « je prends en charge ». Moi, je ne choisis pas. Moi, tant que l'argent est disponible et mes gars me suivent, la première image que je vois, moi, le seul truc, c'est que j'aille sur place, voir si le cas, il est réel. Je prends ma photo avec lui et là, je commence à travailler en inbox. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, tout le monde, toute la communauté a répondu présent. Et maintenant, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui répondent présent. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on retrouve l'Ivoirien qui aime donner, mais qui ne savait pas à qui donner. Comment ça a débuté avec une ordonnance, deux ordonnances, d'un palu, d'une angine? Il y a beaucoup de personnes parfois qui abusent de la générosité de certaines personnes. Vous n'avez jamais été confronté à ça et à un moment, vous ne vous êtes pas dit « Ah, peut-être que le mec, il n'est pas sérieux, peut-être qu'il vient juste me soutirer de l'argent. » Je suis un enfant d'Adjami. Donc maintenant... On ne peut pas te lirer, Des fois, je me laisse faire. Quand je suis faible, quand il y a une dame qui est accompagnée d'un certain âge ou un monsieur d'un certain âge qui vient avec un enfant, je peux me faire arnaquer parce que j'ai envie de me faire arnaquer. Parce que je sais que cet argent ne va pas servir à grande chose. Mais c'est par rapport au père ou devant l'enfant. Mais en général, on ne donne plus de sous. D'accord. Ton ordonnance, elle est là. J'envoie quelqu'un à la pharmacie, il achète les médicaments, il vient te remettre. Après, tu veux aller vendre, tu vas vendre. Moi, je l'ai fait pour Dieu et pas pour toi. C'est quoi vos réelles motivations? Quelle que soit la religion, faire du bien, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix. Il n'y a pas d'intention cachée, Il n'y a d'ambition? pas. Je lis comme tout le monde beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Pour une petite preuve, je suis dans la restauration. Je n'ai jamais associé le nom de mon resto à aucune publication. Ce n'est pas le but de faire de la communication dessus ou le but d'envoyer des clients ou le but, comme certains le disent sur les réseaux sociaux, si tu veux être temps, on va te voter et tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous utilisiez au départ un profil où on n'avait pas le nom Hassan Hayet? Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je me lève le matin, je fais le tour de mes comme je les appelle, mes wanzins. Je vais, quand ce matin, je rentre là, je suis énervé et le petit me voit, tonton Hassan, il sourit. Moi, ça, il y a même la présidence de la République ne peut pas combler tout ça, quoi. Le sourire d'un enfant qui est comme ça parce que les gens n'ont pas, je pense qu'ils savent pas, ils connaissent pas la tâche. Quand vous prenez un enfant, 4-5 jours, il dort pas, il voit pas, il mange pas. Il pleure, son père est assis à côté de lui, il ne sait même pas où donner de la tête. Et puis on prend cet enfant
Et je ne vous cache pas, il y a beaucoup de cas, surtout les derniers, quand je les prends, je sais que c'est... Parce que depuis un certain moment, vous vous intéressez plus aux grands malades. Je ne m'intéresse pas aux grands malades, c'est ce que la toile me donne. J'ai des cas que je n'ai pas besoin de publier, des petites opérations, comme je vous ai dit tout à l'heure, une malformation à la naissance. Il y a plein de cas à comprendre, mais qui sont gérables rapidement. Si je comprends bien, c'est-à-dire que c'est à travers les réseaux sociaux que vous récupérez les malades ou que vous décidez de vous occuper des malades. Vous n'allez pas dans les hôpitaux chercher les malades. Non, je ne vais pas chercher. Je suis assis chez moi au travail. Et il y a quelques pages qui sont habituées maintenant à publier, tout à fait. Et surtout, il y a des ONG aussi qui publient. Et donc, l'ONG fait un bon boulot. Des fois, ils sont en cours d'argent parce qu'il faut savoir qu'une nouvelle ONG, et c'est pour ça que je ne veux pas d'ONG, c'est difficile d'arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà fait gruger à Abidjan. Donc, nous, on essaye d'accompagner cette ONG. Je suis venu avec la liste de mes problèmes. On dit quelqu'un qui aide les cas sociaux. On va rester là comme ça. Ah, la liste est longue. Voilà la liste de mes problèmes. Bouteille de gaz est fini, frigo, sac de riz, chaussures. De janvier 2019, ma tante est en route pour arriver payer. Donc tout à l'heure, on va la jammer. Voilà, tout. 16 copines au total. Chacune doit porter mèche humain. Voilà. Non, tenez. Comme vous aidez les gens, voilà ça. Vous allez gérer ça tout à l'heure. Ce que vous ne voyez pas là, c'est les problèmes anciens de 2001 là. Donc ça fait que c'est devenu flou, c'est rouillé. Sinon on va passer ça à la loupe tout à l'heure. Voilà, vous gardez ça. Mais Jay, je ne sais pas si tu as remarqué, j'aime la sérénité d'Hassane, hein, c'est-à-dire... Non, mais tranquillement. Oui, tranquillement, il aura le papier, il aura le temps donc de... Il y a des problèmes même qui sont écrits, il y a des problèmes qui sont écrits en arabe. Ça veut dire que je dois même à des Mauritaniens à la boutique, tout ça, c'est en arabe, ça a été écrit. Dieu envoie des messies, c'est des messies ces gens, ces personnes-là. C'est des gens pour venir nous aider, c'est pas évident. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Je le dis ici, les ministères de la solidarité ne peuvent pas tout faire. C'est vrai qu'ils font beaucoup, ils ne peuvent pas tout faire. J'ai dit ici une fois que l'État même est déjà dans un autre État. Donc l'État est dans son État là-bas, donc vous ne pouvez pas avoir trop fatiguer l'État. Pas critique tout de même. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour vous dire que... Et puis, c'est ça. Les gens, quand on va à l'église, quand on va à la mosquée, on dit partageons. Il faut partager ce qu'on a. Il ne faut pas attendre à ce que le bonheur, je dis, est insatiable. Le désir, c'est-à-dire, on est tous dans un monde où l'on est en quête perpétuelle du bonheur. On ne peut pas avoir... Il y a des gens qui ont dit, il faut donner 10 francs à quelqu'un. Il dit non, attends, quand je vais être riche d'abord. Toi, tu vas être riche quand Tu as 10 000 francs, tu donnes 10 francs, 100 francs même à quelqu'un, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, on ne peut pas être riche. Celui qui a 10 immeubles aujourd'hui, il a envie de celui qui a 20 immeubles. Celui qui a 20 immeubles, il a envie de celui qui a 30 immeubles. Donc, le monde même est classé comme ça. Vous voyez comment je réfléchis normalement souvent. Vous voyez comment je réfléchis normalement. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Même s'il y a des gens qui viennent nous aider, soyons des êtres, entre parenthèses, des êtres marguillas, pas crapauds, entre griffes. Le marguillat, vous le mettez, le marguillat, c'est un but, il va grimper. Quand on t'aide un peu, il grimpe. Mais le crapaud, tu mets pot, il descend pot. Ne soyez pas des crapauds. Et vous êtes en train d'agir la nécessité. C'est une bonne chose. Le ciel, mon frère, Dole, scrute en chantant le ciel si gras d'étoiles orphelines. Le ciel aux étoiles. Scrute le ciel, mon frère, et dis au firmament que mon œil les dénombre par septaines. Par septaines de septaines. Les étoiles orphelines dont l'assemblée s'agite, là, sous ton regard qui s'effare, Didiga. Didiga de mon retour insensé, du fond de mes siècles de haine, le rire de l'étoile, son chant, l'hymne si pur et si pur. Mon chant à moi, Dolé, le raide vertical rugissement des fauves. Mes lions, à moi mes fauves, mes guépards, à moi mes fauves. Mes léopards mouchetés dont le regard se teinte à mon signal qui s'ouvre, se distende au clair guilleret soleil de mes chauves prairies. Didiga, va. Oh, va, fer de lance, va, et féconde ce sol que du doigt je désigne à ta marche virile. Oh, fer de lance, va, brûle aux anges d'acier neuf, va, mon yoga punitif.
C'est quoi? Le concept de Didiga, si vous voulez lui trouver une définition française, systématique, rationnelle, eh bien, vous frappez à la mauvaise porte. Le concept de Didiga va se définir justement par l'impossibilité de lui donner une définition rationnelle. Qu'est-ce que le Didiga? Le Didiga, c'est d'abord et avant tout un art. D'accord. Vous savez bien ce que c'est que l'art. L'art, c'est ce qui va toucher, d'abord et avant tout, à l'âme, et non pas à la raison. Eh bien, le Didiga, c'est un mot bété. Mais le Didiga déborde le peuple bété. Puisque le Didiga, à l'origine, dans la tradition, le Didiga relève des prouesses des chasseurs bété, qui, revenus des longues périodes de chasse, arrivés au village, racontent aux populations restées sur place, eh bien, leur face-à-face avec la faune et la flore. Et ces histoires empreintes d'esthétique, empreintes d'images, empreintes de métaphores, relèvent du mystère, du fantastique, du merveilleux, du mystique. Et ces histoires-là, en pays bété comme ailleurs, s'appelle du Didiga. L'image de Zadi, le modèle de Zadi ne me quitte jamais. J'essaie de donner aux autres, dans le travail que je fais, ce que j'ai reçu de Zadi. Non pas seulement dans les amphithéâtres, mais la vie de Zadi que j'ai reçue. Les parties de Zadi qui sont en moi, je les éparpille, je les donne partout. On peut vérifier? Mais... Vous avez un scanner là, on va vérifier les parties. Mais est-il possible de dissocier la personne de Zadi Zaourou au Didiga? Mais non, on ne dissociera pas Zadi du Didiga. D'ailleurs, si le Didiga survit à Zadi, c'est bien parce que Zadi a su véhiculer, a su vendre le Didiga. Et ça fait partie des mérites de Zadi. Zadi a été connu, on l'appelle le maître du Didiga. Mais Zadi aussi est reconnaissant à tous ces patrons de la tradition orale. Zadi nous a enseigné Gbaza Madi Dibero. Gbaza Madi Dibero n'existe pas dans les livres modernes. Et pourtant, il fait partie des maîtres de Zadi. Voilà ce qu'était Zadi, un pont entre ce que vous appelez la modernité et nos racines, notre culture. C'est cela, Zadi. C'est pour cela qu'il ne faut pas dissocier Zadi du Didiga. Il faut faire en sorte que Zadi et le Didiga continuent d'irradier cet univers que nous constituons, qui de plus en plus est marqué par la mondialisation. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, particulièrement, à vous attacher à cet homme-là et aujourd'hui à vous considérer comme un de ses disciples et aussi, pourquoi pas, défenseur du Didiga? Vous savez, on pourrait prendre du temps pour parler de Zadi. Mais Zadi, c'était un humain parmi les hommes. Voilà le premier lien. C'est un humain parmi les hommes. J'aime bien cette figure. Un homme d'une générosité à nul pareil. Voilà ce qui m'a maintenu. Zadi, c'était un pédagogue, un enseignant hors pair. Mais un homme attaché aux traditions, un homme attaché à l'homme,
un formateur de tous les instants. Voilà ce qui m'a attaché à Zadi. Vous rencontrez le professeur Zadi, eh bien vous gagnez 10 ans d'apprentissage. Quel était l'état de votre vie avant de rencontrer Zadi Zaourou? Et quelle est devenue votre vie quand vous l'avez rencontré? Mais j'ai envie de vous dire qu'avant de rencontrer Zadi Zaourou, je ne peux pas vous dire si ma vie avait un état. J'étais inexistant. Non! Mais vous savez, il y a des rencontres on qui ne font dirait l'homme. pas que vous êtes en train de faire le culte de la personnalité, là? Enfin, appelez quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce langage qu'on entend généralement dans les églises, dans les lieux de culte. Non, voilà. on ne fait pas le culte de la personnalité, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Avant de rencontrer Zadi, j'étais un jeune homme qui se cherchait. Quand j'ai vu Zadi, j'ai décidé que j'allais être enseignant. Mais qui allait quand même à l'école, qui faisait des études. Mais bien sûr, pour rencontrer quelqu'un, enfin, il faut créer les conditions pour que la rencontre soit. Je n'étais pas non plus un désœuvré qui se promenait partout. Non, mais je veux dire, rencontrer Zadi m'a permis d'avoir un projet de vie, une philosophie de vie, de me poser la question simple de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie à partir du modèle que je voyais en Zadi. Mais c'est cela, c'est pour ça que je vous dis, c'est un parcours de vie. Zadi a été vraiment l'humus qui a permis à la graine que j'étais d'éclore et de grandir. À vous d'apprécier l'arbre et les fruits qu'il produit aujourd'hui. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre passion pour ce Didiga-là. Et au début, on a dit que c'était quelque chose d'assez abstrait, quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément toucher, matérialiser, expliquer. Et vous avez dit que le Didiga, c'est également la possibilité de pouvoir sortir de chez soi. En gros, est-ce que le Didiga intervient finalement dans la vie de tout un chacun à tout moment et on ne s'en rend pas compte? Étant donné que c'est abstrait, comment est-ce que la formation se fait? Comment est-ce que la transmission du Didiga? Et dernière question, combien de temps il vous a fallu pour finalement pouvoir... j'ai envie de dire, capter ce que c'est réellement le Didiga. Très bien. Très bonne question. Bon, le Didiga est abstrait. Oui, quand vous vous enfermez dans des définitions. Vous savez bien que, bien sûr, Philo. Ça, on va rien comprendre. Non, si, vous allez comprendre. Je dirais en plus d'un art, c'est une philosophie. Oh oui, mais je vais vous expliquer. Vous avez déjà entendu des histoires de grand-mère. Tout à fait. Au moins cela. Dans toutes les civilisations, les histoires de grand-mère existent. Mais les histoires de grand-mère, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles défient la raison. Hein, quand je vous dis que, eh bien, dans mon histoire, j'ai vu un homme parler à la pierre. La pierre, c'est un caillou. Vous me croyez parce que nous sommes dans le monde de l'imaginaire. Il peut parler à la pierre, mais ce n'est pas évident que la pierre puisse lui répondre. Ah si, il y a des histoires où la pierre répond. Et vous voyez bien, on est dans le monde de l'imaginaire. Mais l'imaginaire, ça construit. Toutes les grandes réalisations. Mais l'avion, c'est un Didiga. L'avion, quand vous montez dans ce Boeing et qu'il s'envole, c'est un Didiga. Mais le Didiga, mais oui, il a fallu imaginer l'avion avant de le construire. Mais voilà, le Didiga, c'est aussi le rêve. Mais le rêve, on peut le toucher, on peut le construire. Donc voilà, le Didiga, c'est vraiment un concept qui est pratique et qu'on vit tous les jours. Et qui va au-delà de l'imaginaire. Est-ce qu'on peut aussi le considérer comme le fait de se surpasser, son imaginaire, son rêve et de le transformer en réalité? Absolument, absolument. Quand vous arrivez vous-même, par rapport à votre vie personnelle, à vaincre vos propres démons pour réaliser vos rêves, eh bien, vous avez transcendé un Didiga. C'est un concept qui veut nous ramener à nos racines, à nos origines. C'est un peu les paraboles, c'est comme nos ancêtres à l'époque. C'est-à-dire, quand ils vous expliquent, regardez, je vais faire un peu de Didiga. Par exemple, je vous dis, le noir est une couleur, le blanc est une couleur. Mais pourquoi les télévisions noires et blancs ne sont pas des télévisions de couleur? C'est le Didiga. C'est le Didiga. Voilà, c'est le Didiga. Donc, ça nous ramène, je ne sais pas comment dire, ça nous ramène, c'est un peu à nos origines, nos racines, tout ça là. C'est-à-dire, c'est des paraboles, des trucs. Par exemple, en pays, je vais dire que dans la tradition africaine, par exemple, une femme, quand elle... son homme, il n'y a pas de relation intime. Il y a une femme, vous êtes marié, vous êtes avec votre homme, vous vivez sur le même toit. Puis pendant 6 mois, il n'y a aucun rapport intime. Excusez-moi du thème, mais attends. Il faut passer par le Didiga pour l'exprimer à son homme. Tu peux te lever, toi, la femme, puis tu dis, ah, moi, ici, dans la maison, là, il y en a là, il ne veut pas là. Non, il faut passer par des proverbes. Il faut être là, si tu fais un plat du Didiga, il faut dire, par exemple, à l'homme, ah, je suis dans la maison, là. Notre haricot, là, il n'y a jamais huile dessus. Voilà. Je sais pas. C'est une métaphore.
métaphores. Voilà, c'est des métaphores, c'est des paraboles. Le Didiga, c'est ça. Mais pour nous, qui nous ramène à nos racines, à nos origines, en fait. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire directement, mais on passe par le Didiga. C'est mon avis, hein, nos soeurs. C'est mon avis. Et le Didiga, aujourd'hui, est vu. Pour vous parler de l'art, de l'impensable. Quand vous allez à Bobo, les mariages du là, c'est du Didiga. Parce que, oui, c'est l'impensable, on ne comprend rien. Quand on met écho, ah oui, vous comprenez quelque chose? Le son va élever. C'est du Didiga contemporain. Nous sommes en plein dans le surréalisme. Ensemble de procédés de création et d'expression utilisant des forces psychiques. Automatisme, rêve, inconscient, libéré du contrôle de la raison. Tout mouvement littéraire et artistique se réclamant de ces procédés est qualifié de surréaliste. Le Didiga est pour nous ce qui dépasse l'entendement. Vu d'une certaine façon, c'est le champ au-delà du réel. C'est l'impensable, l'impossible. Il n'y a pas de Didiga dans le réel, encore moins de création tangible. C'est la beauté abstraite. Mais nous ne devons pas demeurer dans l'irréel. Il faut créer, il faut descendre sur terre après le rêve qui nous fortifie et essayer de concrétiser nos rêves pour pouvoir améliorer notre existence. Bonjour Venance. Journaliste ou auteur? Oula, les deux. Cocody ou Adjamé? Béjaville. Roman ou mémoire? Roman plutôt. Boire ou conduire? Oula, faire les deux, c'est un peu dangereux. Je préfère conduire. Bassam ou Assini? Bassam. Cinéma ou télévision? Ni l'un ni l'autre. Plutôt vin rouge ou vin blanc? Je suis baoulé. Donc vin rouge. Zidane ou Platini? J'aime bien Zidane quand même. Libération ou Le Figaro? Plutôt Libération. J'ai écrit un peu à Libération, mais jamais à Figaro. Les années 80 ou les années 2000? Les années 80, je suis un peu nostalgique. Draguer ou te faire draguer? C'est pas désagréable d'être dragué par une belle femme. C'est assez désagréable quand la femme n'est pas jolie. Fratmat ou Ivoire Soir? L'esprit Ivoire Soir était vraiment génial. J'aimerais bien recréer ça à Fratmat. Politique ou littérature? Plutôt littérature. Mandela ou Obama? Maintenant, si je dois choisir, vraiment, si tu m'obliges, allez, je prendrai Mandela. Femme teint clair ou femme au teint ébène? Ébène, comme celui de ma femme. Martin Luther King ou Malcolm X? Plutôt Martin Luther King. Jeune Afrique ou RFI? Allez, Jeune Afrique. Sarkozy ou Hollande? Oula, c'est une affaire de français, je préfère ne pas m'en mêler. Yacro ou Daoukro? Daoukro. Albert Long ou Ebony? Ebony. J'ai eu 2 fois Ebony, j'ai pas eu le prix Albert Londres. Merci d'avoir déposé ta plume et de nous accorder cette interview. Bonjour Muriel, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Félicitations pour votre gain. Merci beaucoup, merci. Championne du monde en salle, 60 mètres. Oui, 60. Alors aujourd'hui, on va oublier le côté athlétisme et on va se concentrer sur la mode. Quelle est la routine beauté de Muriel Aoré? Quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que je me maquille pratiquement jamais, seulement pour les courses. Mais sinon, je mets une crème de base, je me réveille le matin. Très naturel. Très naturel, je vais à l'entraînement, je me réveille très très tôt, à 4h30 du matin. Et, chaque jour? Tous les jours, tous les jours, de lundi à samedi, parce que je m'entraîne de lundi à samedi et dimanche, je suis en pause. Mais une crème nature, base nature, et je vais juste à l'entraînement. Je bois beaucoup d'eau aussi. Alors moi, je vais vous poser une question assez amusante. On remarque que très souvent, tous les athlètes, dont vous, vous êtes très souvent maquillés pour compétir. Donc la question que je me pose, c'est est-ce pour le fun? Est-ce que c'est une façon d'affirmer votre féminité? Ou c'est pour les photos à la fin? Un peu de tout, mais pour moi, le maquillage, c'est comme mon armure. Donc quand je mets le maquillage, je deviens fierce. Je suis prête à tout casser, quoi. C'est tout à fait ça. Alors, si vous devriez vous reconvertir, Muriel Aoré serait un mannequin, styliste, coach mode? Peut-être mannequin et styliste. Mannequin et styliste. Je tiens à rappeler que Muriel Aoré désire poser pour certains magazines, c'est bien cela? Oui, absolument. Bah, ça vous fera peut-être une ouverture. Ah, merci, j'espère. Sinon, à part ça, Muriel Aoré, c'est quoi votre style vestimentaire?
Vous êtes très pantalon, très jupe, un peu de tout? Un peu de tout. J'aime bien les robes, j'aime bien les relax look, un peu de tout. Aujourd'hui, voyons voir comment se déroule l'intégration du sage Haïté. Depuis le début de cette nouvelle saison, les sages semblent avoir finalement trouvé leur place. Le sage Haïté, avec son sourire contagieux, est toujours de bonne humeur. Il parle avec beaucoup d'enthousiasme, comme un professeur, quoi. Ne laissons pas nos enfants, c'est-à-dire être parent, c'est un métier. On ne fait pas des enfants pour les confier à d'autres. Quand on fait des enfants, c'est pour s'en occuper. Il ne tarit pas d'éloges à l'égard des invités. Regardez-le bien, regardez-le. Vous allez voir que tout sur lui est un kaléidoscope de la Côte d'Ivoire. Merci pour le soleil que vous apportez à notre grisaille. Vous êtes un héros ordinaire, au parcours atypique. Vous illuminez notre plateau. Il est toujours plein de compassion. Charlotte, Yacoub, c'est un drame que tu es en train de vivre. Il aurait pu être prof de développement personnel, car la motivation des troupes, il maîtrise. Debout, Charlotte, et tout ira bien pour vous. Qui sache qu'avec le travail, on peut tout obtenir. Qui cesse de dormir, qui se lève et qui se met au travail. Et parfois à travers des citations venues de l'autre bout du monde. Permettez-moi de partager avec vous cette sagesse indienne. Celui qui a perdu la fortune n'a rien perdu. Celui qui a perdu la santé a perdu quelque chose. Mais celui qui a perdu le courage a tout perdu. Son optimisme n'a point de limite. Un homme d'une grande générosité. Djeneba, Soro, nous t'aimons tous. Mais c'est également un charmeur. 1m83 de beauté féline. C'est Vanessa. Mais si notre prof excelle dans l'art de la parole, le micro en revanche lui donne du fil à retordre. Disons qu'il a une façon bien à lui de tenir le micro. Vous pouvez baisser le micro un tout petit peu, s'il vous plaît. Nous avons pitié. Attention, monsieur Haïté, vos élèves vous regardent. D'ailleurs, les élèves de monsieur Haïté vont enfin pouvoir à leur tour attribuer une note à chaque passage télé de ce professeur qui les terrorisait tant. Oui, j'ai pu lire les nombreux commentaires laissés par ses anciens élèves lors de son premier passage. Pour résumer, c'était un tyran, mais plutôt bien aimé en fin de compte. Et il est très très cool. Un jour, je vais vous raconter tout ce que le sage fait au bureau. Non, vous n'allez quand même pas dire qu'il danse, qu'il chante au bureau, il... Chut. Ok, je ne dirai rien. Merci encore, monsieur Haïté, pour votre bonne humeur et vos sages conseils. Bravo. Vous êtes un bosseur vraiment. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un bosseur? Parce que c'est donné ça que c'est un joueur de... Je peux vous donner... Non, ne me donnez pas. Nous, on n'a pas besoin de ça. Un bosseur, je vous attaque là, on va voir. Les gens ne croient pas, ils veulent croire sur le terrain. Ouais, ok. Hein? Non. Joe, c'est amusement. Non, voilà. Non. C'est amusement. Nous sommes en direct. C'est amusement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Dr Philo, je suis humoriste. C'est-à-dire moi, je suis comédien. Voilà. Donc, avec 2 bagues là. Voilà. Donc, ah ouais, c'est bon ça. Super Walter et Super Walter, c'est déjà 2 catégories différentes. D'accord. Voilà. Quand on a Walter, c'est de 63 kg 500 jusqu'à 66 kg, ça te fait déjà Walter. Et de Super Walter, c'est de 66 kg à 68 kg 500. Voilà. Donc c'est ça qui fait Super Walter. Et c'est la catégorie qui fait que non... Bon, c'est de la catégorie que tu boxes, c'est le poids le poids que tu pèses là, dans le poids que tu es, c'est ça qui fait ta catégorie. Ok. Voilà. Mais en dehors de ça, quand on dit par exemple, ça c'est un super welter, est-ce que ça, je veux dire que ça provoque l'admiration, oui. le respect, tout ça? Super welter, quand tu entends on dit super welter, il faut savoir que c'est un frappeur. C'est un frappeur. Voilà. C'est tout, c'est suffisant pour nous. Vous évoluez au sein du groupe Extra Musica pendant, on va dire, 7 ans. Pendant 7 ans, oui. De 1999 à 2007. À 2007, oui. C'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les choses se sont passées et puis comment vous avez réussi, tant bien que mal, à vous imposer dans ce groupe? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que la rumba, la musique congolaise au Congo, c'est dans les rues, c'est partout. Il y a tellement trop de chanteurs. Et lorsqu'on intègre un groupe comme ça, vous arrivez, il y a déjà 50 musiciens qui sont là, qui pour certains n'ont pas encore la chance de monter sur le podium et prendre le micro. Alors il faut avoir beaucoup de stratégie, il faut réfléchir et du talent aussi. Et voir ce que les autres donnent pour donner plus un peu de soi par rapport à ce qu'il y a. Et moi, je veux me démarquer Extra par mon timbre vocal. On m'appelle l'homme qui chante avec des virgules. Tout le monde chante,
Et moi, je dis non, moi, je vais placer mon thème vocal dans un style qui n'existe pas dans ce groupe. Chanter avec des virgules, c'est quoi exactement? Ça donne quoi? L'amourei, yo mabeng, porkotsingambeli, namakongo ai, yo zakolong, l'amour imbécile, namedengala. Quand je chante comme ça, les gens disent waouh, mais le garçon là, et c'est souvent les fans qui donnent les titres. Waouh, mais Azoui Manama virgule, ils chantent avec des virgules. Ça veut dire quand ils chantent, ils coupent un peu, ils miment et tout ça. Et voilà le style qui m'impose d'extrait très vite. Et je suis parti, bon, lead principal dans tous les chœurs de l'album Obligatoire. Trop c'est trop, et l'album Obligatoire, j'étais le lead principal d'Extra Musique. Et qu'est-ce qui faisait la force de ce groupe? Parce que c'est un groupe qui a quand même cartonné pendant un moment. Oui. Alors, c'était quoi la force de ce groupe? La force, c'est le travail. Déjà, quand je viens dans Extra Musica, c'est un groupe qui répète de 9h jusqu'à 22h. De 9h jusqu'à 22h, vous n'avez que l'eau à boire, rien à manger. Et quand tu es nouveau, c'est la galère. Hein. C'est la galère parce qu'on te dit, écoute, tu viens, il faut travailler dur, il faut travailler dur. Et effectivement, d'un petit orchestre que je viens de Pont-Noir, je viens dans un grand groupe, finalement, je me rends compte que waouh, j'ai travaillé, mais là, c'est autre chose. Et ça m'a poussé encore à travailler davantage. Et effectivement, plus dans moi, tout ce qui s'est caché est sorti, est sorti, est sorti. Et en tout cas, la force d'Extra, c'est le travail. C'est le travail. Lorsque tu es performant d'Extra, tel que je l'ai été à l'époque, bon, voilà, tu as ta place de choix. C'est vrai qu'avec les anciens qui sont là, ils ne donnent pas toujours la chance aux nouveaux qui viennent. Et souvent ici, on profite lorsque parfois un ancien soit... On ne souhaite pas qu'il tombe malade, mais s'il y a un ancien qui est malade, alors moi, en ce moment-là, je profite de faire tout ce qu'il a fait. Et le public dit, waouh, mais il est formidable. En dehors de ce qu'il est, il interprète aussi ce qu'il a. J'espère que vous ne priez pas pour que les anciens tombent malades. Hein. On ne peut pas, c'est vrai. On ne peut pas prier. Mais que parfois, quand ça arrive, on dit, waouh, merci Seigneur. Je vais saisir ma chance, là, je ne la rate pas. Il y a un vide qui est là. En tout cas, je vais taper fort. Quoi. La raison fondamentale pour laquelle vous êtes parti, c'est laquelle? Ben, c'est comme je disais, hein, la gestion humaine est toujours difficile. À un moment donné, on se dit que bon, le chef qui est là, il ne gère pas bien les choses. Mais comment nous sommes là, à un moment donné, bon, on ne voit pas clair là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le chef, il est là, bon, lui, il se tape la poitrine. Il se dit que bon, voilà, il dit, mais alors, mais attends, chef, ma maison Simbaté, c'est pas bon, faut. Mais je veux dire, dans tous les domaines, hein, on y rencontre ce genre de problèmes, problèmes de gestion des ressources humaines, mais cela ne nous fait pas forcément abandonner notre voie ou notre chemin. Vous comprenez? Effectivement. Vous avez forcément été peut-être victime d'une grosse frustration pour prendre enfin la décision de partir. Pas grosse frustration en soi, mais en tout cas, au Congo, c'est devenu monnaie courante. Et c'est comme si, lorsqu'on est dans un orchestre, il faut à un moment donné que tu te lances aussi toi-même. À un moment donné, il faut que tu te lances. C'est pourquoi certaines réalités, on l'accepte comme ça. Vous êtes dans un orchestre, vous acceptez certaines réalités parce que vous dites que, bon, ceux qui ont commencé avant, ils ont imposé un système, et c'est ce système qui donne quoi. Tu es dans un orchestre, bon, le but, c'est avoir un peu de la visibilité. Excusez-moi, mais est-ce qu'à arrivé à un certain moment, vous n'avez pas commencé à prendre la grosse tête dans le genre, ben, je suis bon, je chante bien, je fais partie des meilleurs lead vocaux, justement, je chante avec la virgule, je suis adulé, et puis on me traite de la sorte, donc moi je décide de partir. Non, non du tout. Je peux vous dire que je suis l'un des artistes dans ce groupe, le moins haïssable, mais en tout cas, de 7 ans, je n'ai jamais eu une sanction, mais c'est un orchestre qui sanctionne beaucoup. Quand on dit la répétition à 7h, je suis là à 6h30 déjà. Vous voyez? Donc, de tous les 7 ans, je n'ai pas écopé une sanction. Blâme, oui. En tout cas, sanction, je ne l'ai pas écopé moi. Et pendant tous les 7 ans, je suis resté comme ça et voilà donc. Mais avant que vous n'arriviez dans ce groupe, vous saviez que tôt ou tard, il allait avoir ce genre de frustration. Mais vous y êtes resté quand même pendant des années. Oui. Donc je veux dire que là, ça ne vous surprend pas. C'était déjà non, il faut souligner que je pars d'un petit orchestre pour un grand groupe. Et j'apprends dans l'état certains comportements. Waouh, ça se passe comme ça que bon, tu as joué certainement, tu as joué un concert, mais tu n'es pas payé. Par exemple. Vous êtes nombreux, cachez la main, ils vont diviser en combien même plus. Ah non, mais ce n'est pas tous les 50 musiciens qu'on va donner. Il y a une équipe type quand même. Vous voyez, une équipe type. Quand vous dites équipe type, c'est qui? Parce qu'on voit des danseurs... C'est les chanteurs qui sont devant la scène et puis les défenseurs.
C'est-à-dire les danseurs, les musiciens, c'est toujours d'instruments. Mais est-ce celui qui, genre, quand le lead vocal est un peu fatigué, genre, il va prendre une gorgée d'eau, il prend le micro, en attendant que le gars ne revienne. Ça, c'est celui qui est derrière. Oui, lui n'était pas... Ça fonctionne comme ceci. Il y a des chanteurs qui chantent un chœur et chacun intervient en vocal, en solo vocal. Et après, le chœur, c'est le seben, donc le show. Et la tala courante, vous faites danser les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, on a de plus en plus de make-up artistes ici en Côte d'Ivoire. Il y en a énormément. Et j'ai envie de dire que depuis l'époque d'Isabelle Moreno, d'ailleurs, qui est, j'ai envie de dire, l'ancêtre du make-up en Côte d'Ivoire, il y a énormément de jeunes personnes qui se sont, j'ai envie de dire, lancées dans cet art, finalement. Alors, ce qu'il faut savoir pour être make-up artiste, il faut que vous soyez un tout petit peu inspiré. Donc c'est de l'art. L'agencement des couleurs, tout le monde n'est pas capable de le faire, notamment moi, je ne pourrais jamais. J'essaie. À chaque fois que j'essaie de me maquiller, je ressemble à un sapin de Noël. Donc c'est pour dire que c'est vraiment de l'art, ça demande de la formation, forcément. Et il faut avoir le sens des relations, j'ai envie de dire, parce que vous rencontrez des personnes, parfois chez elles à la maison, donc il faut énormément de discrétion et forcément de la formation, même si la plupart de ces make-up artistes que je vais vous citer là sont autodidactes. Mais après, ces personnes-là ont pris le temps, le soin de se former. Et on va peut-être partir avec une petite liste. Je tiens à préciser que ce n'est pas un classement, donc ce sont des make-up artistes voilà, que j'ai eu le temps de rencontrer et qui sont assez actifs sur les réseaux sociaux. La première, c'est René Make-up, que tout le monde connaît. René intervient en général pour tout ce qui est défilé de mode, shooting. C'est aussi l'une des maquilleuses des Miss et maquille très souvent les Miss Côte d'Ivoire. Ce que j'aime, en tout cas, au niveau de sa touche, c'est cette façon de maquiller la peau noire. Parce que c'est la peau qui est beaucoup plus difficile à maquiller pour ne pas qu'on ressemble justement à un sapin de Noël. Il faut avoir cette possibilité de pouvoir jouer avec les couleurs sans pour autant que ce soit un peu too much. Donc il y a René Make-up que vous pouvez retrouver sur Facebook. Vous avez Viola, Make-up de vie, que tout le monde connaît, je pense Caroline connaît, j'ai déjà testé la plupart du temps. Alors Viola, elle a cette capacité-là de vous embellir. C'est vraiment très gai, ses maquillages sont très gais et la plupart des mariés se l'arrachent. Hein. On a Bella S, Anatou Mauro, Anatou d'ailleurs qui m'a maquillée. Voilà. C'est une jeune dame qui a un parcours aussi assez intéressant, qui est autodidacte comme la plupart. Elle maquille les stars, j'ai envie de dire c'est la maquilleuse des stars, donc Dorcas, Siri qu'on connaît, et notre championne Talou Marie-Josée. Voilà. Justement, alors Dr Make-up, très bien. Dr Make-up, c'est cette maquilleuse qui a l'habitude de maquiller Zena Alissar Khalil, voilà, qu'on a l'habitude de voir, j'aime bien. Elle arrive à sublimer en tout cas son teint, c'est vraiment très très beau. Je trouve que c'est impeccable, les finitions sont vraiment top. Et vous avez Titi Chou qui est un peu particulière parce qu'elle arrive à faire des maquillages pour le cinéma. Donc faire des blessures, on a l'impression, par exemple, sur cette photo-là, c'est juste magnifique. On se demande comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça. Eh bien, c'est justement avec du maquillage, et c'est possible. Sachez que le maquillage, ce n'est pas une histoire de femmes, c'est aussi des hommes. Donc le dernier, il s'appelle Willy, donc Magic Touch by Willy. Lui, on le retrouve sur des shootings, sur des clips vidéo, notamment la cover d'une artiste qu'on connaît bien. Et il a un doigté juste magique. Voilà, juste magique. Alors, il faut savoir que s'offrir un make-up artiste, ça peut aller entre 15 000 et plus, selon la cérémonie, selon un maquillage un peu plus light, un maquillage... Moi, j'aime bien Dieudonné Senato aussi. Aussi. Oui, mon Dieu, très bien. Moi, j'adore son make-up. Oh mon Dieu, j'ai honte. C'est pas possible. Très extravagant. Non, mais j'ai honte parce que Dieudonné Senato, c'est vraiment aussi l'ancêtre, c'est vraiment la base du maquillage. Pardonnez-moi, vraiment. Comme je disais, il y en a tellement et c'est pas facile de pouvoir tous les citer. Et c'est tout à notre avantage. Non, vraiment, on a beaucoup de chance et les femmes devraient essayer. Il y en a qui sont capables de transformer le visage. Par exemple, il y a des gens qui vont peut-être arriver à maquiller Marie-Paul Adjé en Caroline Da Silva. C'est possible. Mais il faut faire attention aussi, surtout le jour de son mariage. C'est vrai, il faut tester. Maquiller, le monsieur, il arrive, il reconnaît plus sa femme. Voilà, donc parce qu'on a des transformations, on a des transformations qui sont assez impressionnantes. Voilà. Donc c'est pour dire que vous pouvez le faire. Et Marie-Paul Adjé, que vous voyez là sur ce plateau, c'est aussi une make-up artiste, ça fait partie de ses talents. Elle le cache, mais bon, quand tu la vois, tu sais très bien qu'elle arrive à le faire. Donc voilà, c'est un métier qu'on découvre de plus en plus. Docteur Chilo, attention. Vous êtes parti à quel moment? Parce que je vois qu'il y a eu Extra Musica Zangol et Extra Musica, enfin, un autre groupe d'Extra Musica. Donc vous étiez scindés en deux groupes. Oui, quand je suis parti, je n'étais pas seul, nous sommes partis à 5. Nous sommes partis à 5. Et donc, nous avions monté l'orchestre Universal Zangol. D'accord. Universal Zangol. Et dans ce groupe, nous avions lancé un album, Tapis Rouge. Et c'est dans cet album que j'ai signé un titre, Yaourt Love, qui est sorti meilleure chanson du Congo. J'ai eu
J'ai eu un trophée, meilleur chanteur, meilleure chanson du Congo. D'accord. Félicitations. Vous faisiez la rivalité ou pas entre Extra Musica Universal Zangoul et Extra Musica International? Je veux dire, la collaboration continuait à distance ou bien c'était une sorte de rivalité qui existait entre vous? Rivalité, là, c'est même ça se fabrique là-bas au Congo. Là. Ça se fabrique là-bas. Non, tous les hommes sont pareils. Hein? Au Congo, rivalité, ça se fabrique vraiment là-bas. Et quand on quitte comme ça, vous n'êtes pas vu de bon oeil par l'ancien groupe. Bon, à force des choses, le disque était très bon, Tapis Rouge. En tout cas, en dehors de la chanson que j'ai eue, il est sorti le meilleur disque de l'année. On a eu pas mal de contrats comme ça autour de ce disque Tapis Rouge. Et la collaboration avec Extra, c'était vraiment le show. Hein. C'était vraiment le show. Et c'était une prestation nationale où un invité universal. Et Extra désistait, ne venait pas jouer. Quand il voyait sur la liste, il y a Universal, non, je ne joue pas. Extra désisté et on avait vraiment du vent en poupe et tout. Bon, c'est vrai, malheureusement, il est arrivé encore, on s'est séparé un peu. Parcours de combattant, il faut avancer, avancer, avancer. Depuis 2004, il réalise de fabuleux travaux à partir du café. Son nom, Ulrich Abbé. C'est un garçon d'une originalité étonnante. Avec lui, on ne jette aucune partie du café. Il se sert de tout, de la coque, de la chair, de la poudre. Il procède lui-même au décortiquage, au mélange du café sous toutes ses formes pour nous livrer des tableaux surprenants, uniques. Eh bien, Ulrich rend à sa façon hommage aux agriculteurs ivoiriens parce qu'il a lui-même des parents qui sont agriculteurs, qui travaillent dans le café et cacao. Et puis, il donne une valeur artistique assez singulière au café ivoirien. Il va beaucoup plus loin en ajoutant à son travail de l'argile, de la terre rouge, du kaolin. Résultat, on a de belles nuances, des tons et des couleurs très rares, du 100% naturel et 100% culturel. Tout de suite, je vous demande vos mains pour accueillir ce garçon fabuleux, Ulrich Abbé. Voilà. Ulrich, première question pour toi. Comment est-ce que tu arrives à fixer le café sur ces toiles? Pour fixer toutes mes toiles, je les fais avec de la colle latex. J'utilise tout ce qui est EVA, voilà, tout ce qui est naturel. En fait. Donc avec toi, c'est vraiment le naturel, le bio, la folie du bio. C'est fabuleux, c'est un portrait de Félix Houphouët-Boigny avec du café. C'est incroyable. Et ça, c'est quoi? Tout ça, c'est café. Oui, c'est avec vous, ne rajoutez pas un peu de lait, c'est pas café. Et en ce moment, Ulrich travaille sur un projet. Tu nous en dis un peu plus, Ulrich? Ouais, bon là, je travaille sur une exposition qui aura lieu très bientôt. Déjà dans la sous-région et puis à l'extérieur. Mais déjà... c'est une exposition où tu vas mettre en valeur des... Voilà, en valeur déjà tout ce qui est... Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et aussi faire aussi la promotion du café ivoirien. Parce que moi, je me dis que en tant qu'enfant, de cultivateurs, d'agriculteurs, je dois faire aussi la promotion des produits qui donnent aussi la base de l'économie de ce pays. En tout cas, c'est noble. Voilà. C'est Raph? Non, c'est pas Raph. Alors, Caroline, excusez-moi. Oui. À tous ceux qui nous regardent, vraiment, excusez-moi, ce que je vais faire là m'engage personnellement, même si je sais que M. Andjou va me tuer. Mais il fallait que je le fasse. Vous savez, sur Internet, quand on est personne publique... Venez là. Quand on est personne publique, il y a des gens qui se permettent de vous écrire des commentaires, de faire des insultes. C'est des choses auxquelles on ne répond pas forcément. Et ce jeune homme que vous voyez là, tu as eu le courage même de venir à l'émission. Tiens le micro. Non, en fait, ça ne me fait pas rire du tout. Je vous explique. Quand on poste une photo ou on poste une vidéo d'une personne publique, les gens se permettent, tout le monde fait des commentaires, n'est-ce pas? Il y en a qui font des insultes. Ce jeune que vous voyez là a insulté ma mère. Mais Priscilla, on ne peut pas régler les comptes à l'antenne. Non, j'ai décidé... On est en direct. Excusez-moi. Nous sommes en direct, on ne peut pas régler ça à l'antenne. C'est pour ça que je m'excuse. Mais j'ai tenu à le faire parce que je suis étonnée. Parce que je lui ai dit que j'allais l'attraper. Et il a eu le courage de venir même à l'émission. Pour vous dire que nous qui sommes personnes publiques là... On est quand même des êtres humains. C'est-à-dire que... C'est le sang qui coule dans... C'est-à-dire que... Non. Prissi, moi, je vous arrête. Est-ce que chaque fois que vous avez des commentaires sur Facebook, je ne réponds jamais, vous cliquez, vous allez regarder le visage de la personne qui vous insulte? Oui, c'est ce que je fais. Je rentre mais vous avez beaucoup de temps. Hein. Oui, moi, je rentre dans le... Justement, c'est parce que le message m'a touchée. Ouais. Le message m'a touchée. Il a insulté ma mère. Monsieur, et moi, ma mère... ma mère... Et vous l'avez fait? Vous avez le courage de venir à l'émission. Vous avez oublié mon programme, c'est ça? Vous avez oublié que les mercredis, je suis à ces midi.
Je vous ai envoyé un message pour vous dire que j'allais aller jusque chez vous. Je ne suis pas allée. Et vous avez oublié, vous êtes venu aujourd'hui à l'émission. Vous avez le courage de venir. Vous l'avez fait ou pas? Vous avez déjà insulté des personnages publics? Jamais. Donnez mon téléphone. Voilà. Toi, tu ne reconnais pas. Je ne reconnais pas là-dedans. Tu ne reconnais pas le commentaire. Envoyez son téléphone là. Tu ne reconnais pas le commentaire? Non. Non, ne riez pas, je ne quoi? suis pas en train de blaguer. Excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de blaguer, c'est assez sérieux. Il a insulté ma mère. Je pense que tout un chacun ici a une maman. À la limite, on peut rire, c'est vrai, tout le monde voit la dégameuse qui rit, qui s'amuse et tout. Mais je suis un incroyable. Non, sinon, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je ne suis pas en train de rire, Dr. Philo. Docteur Philo, excusez-moi, je ne suis pas en train de rire. Ne faites pas les gens, je ne suis pas en train de rire. Alors. Je ne suis pas en train de rire. Alors, s'il vous plaît, je m'excuse beaucoup, on se respecte. Oui. Mais je suis pas. J'ai tenu à l'exposer pour qu'ils comprennent que nous sommes tous des êtres humains. Vous connaissez son nom? Non, pas vraiment. Priscille la dégameuse. Alors, elle était en plein dégamage là. Merci beaucoup. C'est un fake. Il a eu chaud. Il a vraiment eu chaud. Alors là, alors, et il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce studio qui ont eu chaud, hein, qui se sont dit, ah, et si Caroline me reconnaissait, et si Méliane me reconnaissait, et si Alissa me reconnaissait. Il faut faire attention avec ce qu'on dit sur Internet, parce que vous ne savez pas si ces personnes que vous insultez, vous allez avoir besoin d'eux dans la vie réelle. En tout cas, merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez aimé cette émission. Nous, on a eu un divin plaisir à vous la présenter.